Aujourd'hui, pas de tondeuse dehors, ça tombe bien, on va enfin pouvoir faire cette vidéo sur le petit Z50. Il y a quelques semaines maintenant, 2 ou 3 semaines, j'ai demandé à Nikon s'il y avait moyen que je puisse leur emprunter un petit Z50 pour quelques jours parce que j'avais envie de le tester. Ça fait maintenant 10 jours, 15 jours que je l'ai. Je me suis dit qu'il était temps de vous en parler. Vous l'avez déjà vu, je pense, dans une autre vidéo que j'ai sortie. J'espère que je l'ai déjà sortie, sinon c'est qu'il y a eu un problème. Où en fait j'ai fait une petite partie vlog. Il fait déjà chaud. J'espère que vous allez bien les gens. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente. J'ai jamais fait de vlog sur ma chaîne, j'ai jamais vraiment parlé de moi sur cette chaîne, à part pour parler de mon business. On va essayer d'y remédier un petit peu parce que j'ai vu ce mail l'autre jour dans ma boîte email et ça m'a juste tué. Je me suis dit mais en fait, même si le mail en fait j'ai trouvé ça ridicule comme il était écrit, je me suis dit que c'est vrai que je vous ai jamais trop parlé. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour en arriver où je suis aujourd'hui? Pourquoi est-ce que j'ai une chaîne YouTube? Qu'est-ce que j'aime en dehors de la photo? Et du coup bah voilà, j'ai le Nikon Z50 encore quelques jours avec moi pour tester, pour jouer avec, et je me suis dit quelle bonne occasion pour finalement essayer de faire un vlog. On va tester le Z50 en mode vlog parce que je pense que c'est un petit peu ce pourquoi il a été fait, conçu. On va se bouger gentiment. Je viens d'arriver au premier endroit, c'est en fait là vous le voyez pas encore, c'est juste derrière. C'est une jardinerie parce qu'un des trucs que j'adore quand je fais pas de la photo, c'est de chercher des plantes et de m'occuper de mes plantes. Je pense que vous avez déjà vu dans mon décor, d'autant plus avec le nouveau décor, j'ai des plantes partout. Je vais en chercher une aujourd'hui parce que je crois qu'ils en ont une qui est un peu rare et du coup je suis curieux d'aller voir s'ils l'ont encore. Chance parce que je suis passé le week-end dernier et ils en avaient 4, il y en avait une qui était vendue et là aujourd'hui quand je suis allé, et ben il restait que celle-là. Donc du coup j'ai pu la récupérer, on va remonter chez moi, on va l'installer. Je vais pas avoir le temps de la rempoter aujourd'hui parce que je vois que les racines elles sortent déjà. Ce sera peut-être l'occasion de faire une fois un truc où je vais rempoter des plantes et discuter avec vous, je sais pas, on verra. Mais en tout cas je suis super content, ça se voit peut-être pas sur mon visage, mais je suis vraiment content d'avoir cette plante. C'est une nouvelle plante plus ou moins rare à rajouter à ma collection. La plante est installée, on va pouvoir ranger un peu parce que là, je pense pas que vous le voyez. Vous le voyez jamais sur mes vidéos, mais là depuis quelques semaines c'est un petit peu compliqué dans mon appartement parce que je suis en train de ranger mon petit studio. Je suis en train de préparer ça, c'est des pegboards, panneaux perforés si vous préférez, sur lesquels je suis en train de ranger mon matériel pour le sortir des armoires qui sont derrière. Et ça je vous en ferai une vidéo, mais du coup j'ai du matériel partout dans mon appartement parce que j'ai un petit peu sorti des armoires, j'ai trié du matériel photo, enfin bref, il y en a un peu partout. Pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger vraiment un strict minimum. Je vais comme ça ensuite m'installer derrière. J'ai des vidéos à enregistrer aujourd'hui pour YouTube et comme ça, bon, on va continuer aussi cette vidéo. J'aurais voulu le faire dehors dans mon jardin, mais les voisins passent la tondeuse, donc ça sera peut-être plus tard. C'était pour tester vraiment cette partie vlog avec ce boîtier, parce qu'on va y revenir, mais je pense que c'est un de ses principaux intérêts. J'ai aussi profité qu'il faisait beau ces derniers jours pour me balader un petit peu, faire quelques photos, quelques vidéos en extérieur. Encore une fois, parce que je pense que c'est ce à quoi se destine ce boîtier, c'est pas forcément de la photo en studio, c'est plus de la création de contenu, des photos de tous les jours, photos de voyage. On va déjà parler un petit peu de la construction de ce boîtier, enfin plutôt de son aspect extérieur. Parce que je vais pas vous le cacher, quand je l'ai reçu, j'ai été vraiment choqué. Choqué parce que, je sais pas si vous voyez bien, à côté de ma tête, ce truc est genre minuscule. On peut le tenir à un doigt comme ça, en équilibre, et
ça pèse rien du tout en fait. C'est vraiment complètement dingue. Premier donc point très positif pour ce boîtier pour moi, c'est sa compacité. C'est un truc de malade. Et l'objectif en fait, j'en reviens toujours pas. Quand je l'ai reçu, j'ai cru qu'il m'avait mis genre un pancake, un 40 mm ou un truc fixe, mais non, on peut déverrouiller et c'est un 1650. Alors certes, c'est pas du f2.8 constant, c'est du 3.5, 6.3. C'est pas ouf, déjà très bien. D'autant plus que vous allez le voir quand on va parler de photos, la gestion du bruit, la montée en ISO, elle est sincèrement incroyable. La première chose que vous allez remarquer sur ce boîtier quand vous l'aurez en main un jour peut-être, déjà c'est sa compacité, sa légèreté, et c'est aussi un grip en fait qui est vraiment très agréable. Alors on a le petit doigt qui se balade dessous, c'est normal, on a un boîtier qui est censé être petit, mais un grip qui est profond et qui est du coup vraiment agréable à tenir en main. C'est pas la plupart des petits boîtiers où on est obligé d'acheter une poignée à part pour mettre dessus pour avoir quelque chose qui tient dans les mains. Je trouve que c'est très confortable, même si on a des mains qui sont assez grandes. Une seule chose, c'est que j'ai lu sur 2-3 sites des gens qui se plaignaient de cette molette devant. Alors effectivement, c'est pas la molette la plus confortable. D'habitude, les molettes sur les Nikon sont très bien placées et sont très faciles à utiliser. Ici, avec l'index, c'est vrai que... Non, pas toi Siri. L'index. Ici, c'est vrai que... Mais je t'ai rien demandé, Siri. Donc à cet endroit, avec l'index, on doit un petit peu faire une espèce de contorsion quand on le tient dans les mains, faire de la photo. Ça tire un peu sur la main et c'est pas très agréable. À force d'utiliser, je me suis rendu compte que c'était plus simple de monter le majeur et de garder l'index en fait sur le déclencheur. C'est un petit peu une habitude à prendre, surtout si on a l'habitude déjà d'autres boîtiers, mais au final c'est pas si dérangeant que ça. Quand vous aurez remarqué que le grip est bien, que le truc est tout petit, tout léger, que c'est génial, vous allez remarquer une autre chose, c'est que si vous dévissez, vous avez une monture qui est gigantesque. Genre c'est absolument malade la taille de cette monture. C'est parce que c'est la monture Z qu'on retrouve sur toute la gamme Z de Nikon. Donc ce petit pancake, là, le petit objectif, je peux le monter sur mon Z6, ça sera pas du plein format, ça sera de la PSC, donc le Z6 va passer en APS-C, mais on pourrait très bien imaginer le monter sur le Z6, comme je peux tout à fait prendre un autre objectif que je n'ai pas ici, le 85 1.8 en monture Z, qui est fait pour le Z6 et le Z7, que je peux monter là-dessus sans problème. Donc quand on achète un boîtier Z, ce qui est génial, que ce soit le Z50 en APS-C, le Z6 ou le Z7 en plein format, on peut monter n'importe quel objectif monture Z dessus. Du coup, on n'a pas le problème qu'on pourrait avoir avec d'autres marques. Je pense notamment à Canon, où on a cette gamme EOS M et la gamme EOS R, et du coup, c'est deux montures différentes. Si on achète de l'EOS M, le jour où on passe au R, on est obligé de racheter des objectifs. Ici, c'est pas le cas. Si on a le 1650, qu'au début, on veut pas investir quand on achète un Z6, on peut utiliser notre 1650 sur le Z6. Alors certes, on utilisera le Z6 en APS-C, pas en full frame, mais ça marche. Et comme on peut aussi déjà investir dans des objectifs plein format et les monter sans problème là-dessus. Quand on a fait le tour de devant, on a vu le grip, on a vu l'objectif, on passe sur le côté. Sur le côté, on remarque qu'on a qu'une rangée de petits flaps. Je sais pas comment vous appelez ça, j'appelle ça des flaps, je crois que c'est en anglais que ça se dit flap. On a ici 3 ports. Alors, on n'a pas 50, on en a que 3. On a le micro, ce qui est déjà bien. Au moins on peut faire de la prise de son correcte avec. D'ailleurs, je trouve que le son est vraiment pas mal. Je sais pas si c'est le même préamp qu'on a dans le Z6. Mais pour la peine, Nikon fait du bon travail, je trouve, au niveau du son sur les nouveaux boîtiers. On a en dessous un USB malheureusement pas type C, c'est du A, c'est un micro USB, alors ça reste un port qui est assez courant, on peut d'ailleurs charger notre appareil avec ce port, ce qui est plutôt bien parce que la batterie, on va en parler plus tard, elle n'est pas non plus complètement dingue. Donc micro USB ici, et enfin on a un HDMI, je sais plus le format, je crois que c'est du micro HDMI aussi. Le tout petit format, c'est pas celui qu'on retrouve sur le Z6 ou sur la majorité des boîtiers réflexe plein format ou hybride plein format, c'est le petit HDMI. C'est pas grave, c'est juste un truc à savoir, si on veut mettre un moniteur externe, il faudra avoir ce type de câble là. Ça aurait été cool d'avoir prise jack pour contrôler le son avec des écouteurs. Maintenant, c'est vrai que le boîtier est tout petit, tout fin, et je pense que malheureusement, on est obligé de faire des compromis quand on a un boîtier aussi petit que ça. On passe maintenant derrière. On a un grand écran, je sais pas si vous vous rendez compte de sa taille ou pas, mais je le trouve vraiment très agréable à utiliser, il est grand, et on a aussi des touches tactiles sur le côté. Alors les touches tactiles sur le côté, je suis mitigé, on va dire, dans le sens où toute l'ergonomie de ce boîtier, je l'adore. Elle est absolument géniale. Quand on a l'habitude d'un Nikon, on prend le Z50, on sait l'utiliser comme ça, rien besoin d'apprendre, hyper facile à utiliser, c'est de l'ergonomie Nikon pure et dure. Si on s'habitue à du Nikon, on sait l'utiliser. Mais ces boutons-là, en fait, au début, je les trouvais vraiment très cool. C'est très pratique d'avoir du tactile sur le côté. Le seul truc, c'est qu'une ou deux fois, je me suis rendu compte qu'en le mettant au visage, on vise avec l'œil gauche, pas avec le droit. Donc si on vise avec l'œil droit, j'ai pas de souci parce que
Du coup, les boutons se trouvent sur le côté. Et là, moi, ils se retrouvaient sur mon nez. Et ouais, et du coup, une ou deux fois, ils se sont activés quand je l'avais mis au visage. Alors, j'ai pas regardé dans les menus, il y a peut-être une option pour les désactiver quand on est en mode viseur. Mais pour la peine, j'ai une ou deux fois où j'ai pas compris parce que dans le viseur, je voyais plus la moitié des options et simplement que ça avait zoomé. Et tout d'un coup, ça avait changé la mise en page parce que j'avais appuyé sur le bouton disp pour display. Si on vise avec l'œil gauche, c'est vrai que ces boutons sur le côté, c'est pas forcément ouf. Après, si on vise avec l'œil droit, c'est pas un souci, et je trouve que pour la peine, c'est vraiment très bien d'en avoir comme ça. Autre chose par rapport à l'écran, c'est, à ma connaissance, le seul boîtier de Nikon qui permet de faire ça, et donc d'avoir un écran qui se flippe pour se filmer. C'est génial, mais c'est pas génial. On va clarifier. Il y a deux choses en fait. Quand j'ai vu que l'écran se flippait, j'ai trouvé ça génial. Parce que on sait tous que quand on a envie de se filmer soi-même, par exemple comme je le fais là, c'est chouette d'avoir un retour et de se voir. Ici j'ai un Atomos sur le côté, je peux me voir et c'est cool parce que moi je suis sûr que le cadrage est bon, que ça enregistre, que continue à enregistrer, que ça s'est pas arrêté parce que c'est arrivé à carte pleine ou après un certain temps d'enregistrement, etc. Donc c'est vraiment chouette d'avoir un écran, mais comme vous le voyez, la monture pour le trépied se trouve juste devant l'écran. Donc si on le met sur un trépied, bah, l'écran on peut plus le rabattre. Alors je sais qu'ils ont fait un kit vlog avec un trépied qui se déporte sur le côté, où on peut quand même utiliser l'écran, mais si on n'a pas ça, bah, c'est un petit peu embêtant. Maintenant, c'est quand même assez bien, parce que j'ai remarqué un truc en fait, je me rappelle que tout au début quand je me filmais avec le Canon, j'avais l'écran donc qui se flippait sur le côté, et en fait je détestais ça, parce qu'à chaque fois je regardais l'écran, plutôt que de regarder dans l'objectif, et quand on regarde l'écran sur le côté, je trouve que c'est très désagréable sur la vidéo, parce qu'on a vraiment l'impression que la personne regarde complètement à l'ouest. Par contre, quand l'écran est juste en dessous du boîtier, ça donne plutôt ça, et je trouve qu'on a beaucoup moins l'impression d'avoir quelqu'un qui regarde complètement à l'ouest. On voit quand même que c'est pas quelqu'un qui regarde dans l'objectif, mais c'est moins gênant. Et en plus de ça, quand on regarde l'objectif, on voit quand même un petit peu l'écran en dessous, plus que sur le côté, et je trouve ça chouette parce qu'on arrive quand même à contrôler que le cadrage est vaguement bon tout en regardant dans l'objectif. Donc je suis très convaincu par cet écran en termes d'utilisation, je suis un petit peu moins convaincu en termes pratiques. Ça a vraiment du plus et du moins. Ce qui serait génial, c'est que les constructeurs, et notamment Nikon, trouvent un moyen de faire pivoter l'écran autant comme ça sur le bas que sur le côté et d'avoir le choix en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. On le monte sur un trépied, pas de problème, on le flippe sur le côté. On le porte à la main, pas de problème, on le laisse en bas. D'ailleurs, un autre avantage de l'avoir en bas, c'est que depuis tout à l'heure, je sais pas si vous le voyez, mais je le tiens sur le côté. Je le tiens pas avec la poignée, comme ça, je le tiens ici, sur le côté. Et ça, c'est génial parce que quand on se filme, je trouve ça beaucoup plus confortable de le tenir comme ça sur le côté, quand on tend la main, plutôt que de l'avoir sur la poignée, où en fait, on sait pas trop où mettre notre pouce, et surtout, quand on a notre pouce ici, on a tendance à faire bouger la bague de mise au point. Et du coup, une deux fois, je me suis retrouvé avec l'appareil qui passe du coup en focus manuel, parce que je touchais la bague avec mon pouce, du fait que je le tenais comme ça. Donc j'ai commencé à le tenir vraiment que sur l'autre côté, et c'est beaucoup plus pratique. Dernière chose par rapport à l'écran, on a parlé des boutons tactiles, on a parlé du flip screen. Il y a aussi une chose en flip screen qu'il faut savoir, c'est que tous les réglages ne sont pas accessibles. Donc comme vous le voyez, là on a les différents réglages qui apparaissent à l'écran, et si je tourne la molette en haut, vous voyez que ça fait strictement rien. La molette de derrière, la même chose. Si j'appuie sur ISO, ça fait rien non plus. Je peux pas changer la vitesse d'obturation, le diaph ou l'ISO avec les molettes ou les boutons. Je suis obligé, si je veux changer mon exposition, de venir ici et ensuite de l'ajuster avec ce menu-là. Si j'appuie sur le bouton menu derrière, ça passe pas non plus dans les menus. On peut pas utiliser certaines fonctionnalités quand l'écran est flippé vers le bas. Je comprends pas trop, parce qu'à vrai dire, quand on connaît notre boîtier, on peut très bien le tenir comme ça, et ensuite venir ici et se dire, ok, je vais aller dans le menu, mais non, en fait, ça marche pas, je peux pas y accéder. C'est un petit peu dommage. Et ça, je pense pas que c'est un gros problème en soi, parce que c'est quelque chose qui peut être réglé avec le firmware. C'est une limitation dans le logiciel et c'est pas une limitation au niveau physique, parce que quand l'écran est en arrière, tout fonctionne normalement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. J'espère que Nikon réglera ça, je sais pas pourquoi ils ont fait cette limitation, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Quand on veut ajuster les réglages sur notre boîtier en mode manuel, on doit rabattre l'écran et ensuite on fait nos ajustements, on remet l'écran et ensuite on peut shooter. C'est un petit peu une perte de temps et pas très pratique, mais voilà. Parlons maintenant de la batterie, parce que la batterie c'est un petit format particulier, comme vous le voyez elle est toute petite, elle est super légère. Ici j'ai les batteries pour le Z6, petite différence de taille, c'est pas non plus une grosse différence, mais ce sont des batteries qui sont différentes. Alors ça aurait été cool d'avoir cette batterie là aussi dans le Z50, comme ça il n'y a pas besoin d'avoir 50 types de batteries différentes si on a deux boîtiers, mais bah voilà, en termes de compacité, je pense qu'ils étaient obligés d'avoir une plus petite batterie. Ce qui
veut dire aussi nouveau chargeur. Au niveau de l'utilisation, pas de problème, je veux dire c'est une batterie. Par contre, j'ai remarqué que la batterie tient pas forcément, c'est bien d'en avoir deux, parce que plusieurs fois je me suis retrouvé à me dire ah je vais encore vite faire un clip, et d'un coup tu vois clignoter en rouge et bah voilà, c'est mort, il faut changer la batterie. Alors c'est chouette qu'on puisse charger l'appareil avec le port USB, ça c'est vraiment très pratique, parce que du coup si on n'a qu'une batterie ou que deux, on peut avoir un powerbank, et comme ça on peut recharger notre batterie sans trop de problèmes en déplacement. Et si la batterie était un petit peu plus optimisée, je pense que ça serait encore mieux. Pour la peine, comme on peut faire par exemple du 120 frames par seconde, la batterie elle va très vite filer. Et enfin, avec la batterie, on a aussi quelque chose d'important, c'est la carte mémoire. La carte mémoire dans ce boîtier, merci Nikon, c'est du SD. J'ai rien contre le CF Express, mais pour le moment, c'est vrai que sur des petits boîtiers comme ça, c'est chouette d'avoir du SD. C'est du HS1, c'est pas du HS2 ou 3, donc on est sur quelque chose d'assez simple. Pas un gros problème en soi, dans le sens où c'est pas un boîtier qu'on va utiliser pour faire de la photo de sport, où on a besoin d'avoir un buffer qui se vide comme ça rapidement. Parlons maintenant un petit peu de ce boîtier à l'utilisation. Tout d'abord, en photo. Alors en photo, je l'ai utilisé, mais ça n'a pas été la plus grosse utilisation parce que je le trouvais surtout intéressant pour faire de la vidéo, pour avoir un truc léger. En photo, en fait, je trouve que ça remplace un peu l'utilisation qu'on a d'un téléphone pour faire de la photo. Je le dis pas dans un sens péjoratif, je le dis simplement que pour ma part, quand je me balade, j'ai souvent la flemme de prendre un boîtier. Le D810 c'est gros, c'est lourd, c'est encombrant, c'est pas pratique, même si c'est résistant, si c'est costaud, c'est pas forcément ce qu'on a envie de prendre quand on va juste se balader le week-end avec sa famille, avec ses proches ou comme ça. C'est plus un petit boîtier comme ça qu'on a envie de prendre, et pour la peine, j'ai trouvé ça vraiment génial. En vidéo aussi, on y reviendra, mais c'est vrai que si on veut faire des petites vidéos quand on se balade ou faire des vlogs ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus intéressant qu'un gros boîtier. En termes de photos, ça m'a vraiment très étonné la qualité qu'on arrive à sortir de ce boîtier. J'avais testé à l'époque un D500 de Nikon qui était aussi de la PSC. J'avais trouvé le rendu très bon, mais je trouvais que les couleurs étaient pas forcément autant belles que ce que j'arrivais à avoir sur les pleins formats de Nikon. Pour la peine, sur ce boîtier, j'ai été vraiment... Il y a des mouches. J'ai presque envie de dire choqué, mais c'est pas vraiment choqué, c'est plus abasourdi peut-être que ce serait le mot. Comme ça on étaye un petit peu notre vocabulaire. J'ai vraiment été très étonné parce que tout d'abord c'est extrêmement piqué, les objectifs, même s'ils ont l'air d'être tout en plastique, tout petit, tout cheap, ils sont vraiment très piqués ces objectifs monture Z, c'est un truc de malade. J'ai pas encore testé un objectif en monture Z qui était pourri. Vraiment ils sont tous très bons, ils sont tous très piqués, c'est quelque chose d'hallucinant. Plus de ça, bon on n'a pas de stabilisation du boîtier, mais on a une stabilisation de l'objectif qui fait que on n'a pas trop de flou de mouvement, flou de bouger quand on utilise cet objectif même en faible luminosité. Et en parlant de faible luminosité, la gestion du bruit, je l'ai déjà dit avant, elle est absolument géniale. J'ai shooté des photos à, je crois, ISO 3200, ISO 6400 et même un petit peu plus haut. Et j'étais très étonné en fait de la qualité du fichier. Le fichier est encore bon, c'est pas un fichier qui est tout pourri comme on avait il y a peut-être 5 ou 6 ans ou 7 ans en arrière, même avec du plein format, où du moment où on passait 3200 ISO, c'était complètement mort. Juste un ou deux boîtiers qui le géraient bien, qui toléraient ça. Mais là, on a quelque chose qui est absolument génial, même sur un boîtier qui est, en guillemets, de l'entrée de gamme finalement. Au niveau de la photo aussi, l'écran est très agréable à utiliser. Il est grand, il est lumineux, les menus sont simples et clairs à utiliser. Que j'ai un petit peu par rapport à ça biaisé parce que ça fait un petit moment maintenant que j'utilise du Nikon et que je trouve leur menu assez bien fait. Mais l'écran est vraiment très bon. Le viewfinder est peut-être à mon goût un petit peu petit, j'aurais aimé avoir quelque chose d'un petit peu plus grand comme on a sur le Z6, d'autant plus que si avant en APS-C on était obligé d'avoir un petit viseur du fait qu'on avait un plus petit miroir, un plus petit capteur, ici ça devrait plus être le cas parce qu'en fait on a simplement un écran, donc on pourrait avoir un écran un petit peu plus grand avec un viseur un petit peu plus grand aussi, et ça serait encore plus confortable à utiliser. Je sais pas en termes de poids et d'ergonomie et de batterie qu'est-ce que ça changerait, peut-être que la batterie tiendrait moins et que c'est un compromis là encore une fois, mais j'avoue que si c'était faisable, ça serait vraiment génial. En termes de définition, on a ici, parce que je vous l'ai pas dit jusqu'à maintenant, on a un capteur 20 mégapixels, donc c'est pas le truc absolument gigantesque, on n'a pas un truc de fou, mais je trouve que c'est bien parce que c'est un bon compromis entre une qualité d'image avec une bonne définition, quelque chose qu'on peut déjà imprimer dans des jolis formats, et quelque chose qui est pas non plus trop dense en termes de pixels, qui ferait qu'on se retrouve avec une montée en ISO qui est absolument pourrie. Je trouve que le choix d'un capteur 20 mégapixels ici est vraiment parfait, surtout pour le public auquel se destine ce boîtier. Dernière chose encore dernière chose en photo, pas en vidéo, on va passer à la vidéo, c'est l'autofocus. L'autofocus est, à mes yeux, vraiment très bien. Il manque juste le petit joystick ici derrière pour pouvoir bouger le point autofocus, on n'a pas ça. On va soit taper sur l'écran pour faire la mise au point, soit alors bouger avec la croix derrière. Pas forcément dommage, mais voilà, si on avait eu un joystick, ça serait, encore une fois, encore mieux. Rafraîchissement avant la vidéo, ce truc est dégueulasse.
La vidéo. Alors, premier bon point à mes yeux, c'est le choix de framerate qu'on a. On a du 24, du 25, du 30, du 60 et du 120. Je crois qu'il y a même du 100. Comme on est aussi en 2020, on a un boîtier qui fait de la 4K. La 4K, par contre, est elle limitée à 24, 25 ou 30 fps. On n'a pas de 60 fps en 4K. Pour moi, c'est pas forcément grave. Je trouve déjà chouette d'avoir de la 4K. C'est peut-être aussi que je viens d'un D810 et que pour moi, la 4K, ça n'existait pas avant. C'est chouette d'avoir de la 4K là-dessus et d'avoir quand même les framerates à choix sur du HD. Faut aussi se rappeler que c'est pas un boîtier qui est extrêmement cher. On reste sur du plus ou moins entrée de gamme ou milieu de gamme à la limite si vous voulez. Perso, ça me dérange pas de pas avoir plus de framerate sur la 4K. Une autre chose aussi que peut-être certains seront surpris, parce que c'est vrai que Nikon a beaucoup poussé vers du ProRes RAW et vers du log sur leur nouveau boîtier le Z6 et le Z7. Là-dessus, pas de log, pas de ProRes RAW, on aura uniquement la possibilité de faire un profil flat, dont tout le monde le modifier pour le rendre encore plus flat, mais on n'aura pas de ProRes RAW et pas de log. Il bénéficie d'ailleurs pas d'avantage particulier à utiliser le Atomos sur cet appareil-là, contrairement au Z6 ou au Z7. On a parlé de l'autofocus pour la partie photo, mais en vidéo, il est aussi très bon, presque plus rapide que sur le Z6. En termes de qualité d'image, je trouve que c'est des bons fichiers. Maintenant que je commence gentiment à m'habituer à avoir du ProRes RAW avec le Z6 sur le Atomos, c'est vrai que c'est pas la même qualité, mais pour un petit boîtier comme ça, pour ce prix-là, je trouve que la qualité elle est vraiment très bonne. La seule chose qui manque à mes yeux pour le moment sur cet appareil-là, c'est en fait un grand angle. On va pas se le cacher, j'ai parlé avant de l'écran qui se pivote sur le bas comme ça, on peut se filmer du coup en vlog comme ça de face. Le seul problème c'est que quand on vlog, souvent on n'a pas envie de tendre le bras à la mort, parce que ça tire sur l'épaule, que c'est pas agréable, qu'en plus si on n'est pas grand ou qu'on a des petits bras, des fois c'est pas assez loin. Et du coup, on a plus envie de se filmer comme ça. En tout cas, moi c'est le cas, j'ai pas envie d'avoir le truc qui est tendu à la mort. Et pour la peine d'avoir quelque chose qui est limité à du 16 mm en termes de focale, on est en APS-C, donc c'est un équivalent 24 mm, c'est juste à la limite de ce qu'on pourrait utiliser pour faire du vlog. C'est cool, c'est déjà bien, on arrive, mais il faut vraiment étendre le bras pour arriver à se filmer, autrement ça va faire un cadrage qui est très coupé. Aujourd'hui on va aller dehors. Ouais, voilà, c'est un peu serré. Si on résume un petit peu tout ça, j'ai pas parlé du prix, ça permettra aussi de parler un petit peu des gens pour qui il est. Boîtier nu, en France, coûte dans les 950 €. En Suisse, ça doit être plus ou moins la même chose, dans les 900 à 950 francs suisses. On a ensuite un kit vlog qui inclut un micro et un trépied Manfrotto qui permettent de décaler un petit peu, donc il vient pas bloquer l'écran. Et ça, on arrive dans les 1100 € et en Suisse, je crois que c'est aussi pareil, dans les 1000 à 1000 francs suisses. Donc on a un kit qui est bien, on a donc l'objectif, le micro et un petit trépied, ce qui permet finalement de pouvoir commencer à faire des vlogs, à faire des vidéos avec sans problème. Ensuite, il y a un autre kit qui lui inclut l'objectif, le téléobjectif, qui est celui-ci, c'est le 50-250, je vais pas vous le cacher, je l'ai pas utilisé, 250 en APS-C, donc ça fait un équivalent 375, ce qui est plutôt chouette pour quelqu'un qui se balade dans la nature, qui veut faire quelques photos tranquilles des animaux qui sont par là autour. Donc ce kit-là, il est 1350 €. Et la plupart de ces kits, on peut rajouter une bague FTZ, donc pour monter les anciens objectifs, du style ce 35-1.8 que j'ai encore en monture F, et la bague coûte environ 100 € dans les kits quand on la rajoute dessus. En termes de prix, c'est pas non plus la folie, c'est pas quelque chose qui est extrêmement cher, certes c'est pas un boîtier à 200 €, ça reste quand même un boîtier dans les 1000 € si vous voulez un kit qui est chouette. Donc je disais, il y a plusieurs publics qui sont à mes yeux ciblés par ce boîtier, qui seront potentiellement intéressés. On a tout d'abord les monsieur, madame, tout le monde qui ont envie de faire de la photo en se baladant. Vous allez dans la nature les week-ends, vous voulez faire des photos de la nature, de votre famille, du paysage, de un petit peu tout en fait, photos de tous les jours, que vous feriez autrement avec votre téléphone, mais la qualité avec le téléphone elle n'est pas tout à fait la même chose, vous n'avez pas tous les réglages, c'est pas vraiment la même prise en main qu'un vrai boîtier. Pour moi ce Z50 en fait comble vraiment ce besoin, remplit, répond à ses attentes, c'est qu'on a un petit boîtier donc qui est tout léger. Si je le compare ici iPhone XS, donc pas le max mais le normal, si je le compare en taille, vous voyez qu'en termes de hauteur, il est plus court. En épaisseur, j'avais mesuré, je crois que ça fait, avec l'objectif rabattu, ça doit faire 4 fois ou 4 fois et demi l'épaisseur de mon iPhone avec la coque. C'est vraiment absolument génial, et en largeur, c'est quasiment la même chose. Donc vraiment, si vous n'avez pas envie d'avoir un boîtier qui est encombrant, donc pour quelqu'un qui veut faire de la photo tous les jours,
pour un photographe qui cherche à avoir un deuxième petit boîtier, par exemple comme moi, je prends mon cas, c'est vrai que comme je vous le disais, je vais souvent me balader, j'ai tendance à faire des photos avec mon iPhone et je préférais pour la peine maintenant largement avoir un boîtier comme ça parce que je trouve ça génial. Ça me permettrait de me dire aujourd'hui j'aimerais bien faire un petit vlog pour ma chaîne YouTube, je le prends et je commence à me filmer avec. Ça me permettrait de faire des choses en fait différentes, du contenu pour vous aussi qui serait différent de ce que je fais actuellement. Alors ça fait pas longtemps que j'ai le Z6 et je suis curieux de voir avec le Z6 dans quelle mesure je pourrais aussi faire ce type de contenu, mais c'est vrai que l'investissement est quand même moindre par rapport à un Z6. Le Z6 on y reviendra, je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est un boîtier qui est très bien, qui est pas très cher, mais où l'investissement en fait est un petit peu plus grand que juste l'appareil et un objectif. Autres personnes qui seront intéressées je pense par cet appareil, les gens qui font de la création de contenu. J'entends par là tous les gens qui travaillent sur des réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, peut-être même TikTok ou d'autres choses du genre. Je sais pas, tous les réseaux sociaux que vous pouvez utiliser, même LinkedIn à la limite si vous voulez, pour faire des portraits corporate, vous allez pouvoir l'utiliser pour ce genre de choses, parce qu'on a la possibilité de le connecter en Wi-Fi, en Bluetooth à notre téléphone, et donc ça va nous permettre de shooter en RAW, de les importer, ces photos RAW, dans Lightroom mobile, et ensuite de les poster directement sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire qu'on a un tout petit appareil, on peut éditer nos photos RAW sur notre smartphone, et ensuite les uploader directement sur les réseaux sociaux. J'espère un jour qu'on aura une version Capture One mobile pour se passer complètement de Lightroom, mais pour la peine, en attendant, on a d'autres solutions, on a les solutions de Lens Distortion, on a VS Code, on a Lightroom mobile, enfin bref, il y a plusieurs, il y a Snapseed aussi. On va pouvoir éditer ces fichiers bruts directement dans l'application et ensuite les publier sur les réseaux sociaux, et ça, je trouve ça juste génial. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir un boîtier avec du Wi-Fi ou avec du Bluetooth, et en fait, maintenant que j'arriverai plus à m'en passer. En plus de ça, sur ce genre de boîtier, je trouve que ça a complètement sa place, ça a vraiment du sens de l'avoir. Contrairement à certains boîtiers pro où des fois on a des gros fichiers bruts et c'est super lourd à envoyer sur un PC ou sur un smartphone, et ça perd un peu son intérêt. Les gens qui font de la photo de voyage aussi, je pense qu'ils pourraient être intéressés par ce genre de boîtier, peut-être pas par l'objectif qui est en kit dessus, mais avec d'autres objectifs, parce qu'on a un petit boîtier qui est léger, qui permet de soit travailler avec cet objectif qui est tout petit, ou alors d'en mettre d'autres qui sont peut-être plus intéressants pour faire de la photo de voyage, mais quoi qu'il en soit, en fait, ça reste un boîtier qui est tout petit, et peu importe ce que vous allez faire, du moment où vous allez en avoir besoin beaucoup et le garder toujours avec vous, ça reste un boîtier qui est très 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 intéressant. Je pense que vous l'aurez compris, je suis complètement conquis et complètement convaincu par ce boîtier. Je suis un petit peu deg parce que pour la peine, j'ai envie de m'en acheter un et c'est pas vraiment dans mes priorités ni dans mon budget actuel. J'ai d'autres choses au niveau matériel que j'ai besoin d'acheter plus rapidement, mais je pense très certainement que ce boîtier ou un de ses successeurs va rejoindre mon kit assez rapidement. Je pense d'ici quelques mois, maximum une année, je pense que je risque d'en avoir un dans mon kit parce que vraiment, je trouve que c'est un boîtier qui est génial. Il me semble avoir fait un petit peu le tour du Z50. Si vous avez des questions particulières par rapport à ce boîtier, n'hésitez pas à laisser un petit mot juste en dessous. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais refaire d'autres vidéos, j'ai d'autres boîtiers à tester et à vous parler. J'ai le D780 notamment, le Z6, je vais vous en parler aussi tout bientôt. Et puis, il y a des tutos qui vont arriver aussi tout prochainement. En attendant toutes ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner avec le bouton juste en dessous, activez la cloche, comme ça vous serez informé de la sortie de toutes ces vidéos. Je vous souhaite de passer une belle journée ensoleillée et je vous dis à bientôt.